Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter IPC pour Interprocess Communication. Alors, on a déjà parlé du fork, donc la création de process en C, et puis on a parlé de thread. Donc, on a vu toutes les classes de thread, comment gérer un thread correctement, comment le démarrer, comment l'arrêter, et la boucle principale du thread. Ce dont on va parler aujourd'hui, ce sont des moyens qui permettent à des threads ou à des process de communiquer l'un avec l'autre. En premier lieu, on va parler du sémaphore. Le sémaphore qui peut avoir une valeur de 0 à n. Le sémaphore permet de synchroniser des processus, synchroniser des threads pour la consommation de ressources. Alors ici, que peut-on voir? On voit la création d'un sémaphore. Vous pouvez vous apercevoir qu'elle fait partie de la classe trading et la valeur par défaut de départ est 1. Un sémaphore commence avec une valeur supérieure à 1 pour que le sémaphore puisse être consommé. Dans la classe que nous avons ici, la classe countdown_task, nous avons une méthode setSémaphore, c'est-à-dire qu'on donne la valeur initiale du sémaphore. Par défaut, ici, alors on ne voit pas le constructeur, il y avait peu de place sur le slide, mais par défaut, le constructeur mettait le sémaphore à 1. Effectivement, si on ne met pas au moins 1 dedans, on ne sait jamais le décrémenter, il aura toujours la valeur 0. Si on met 0 dedans, il aura toujours la valeur 0. Si on met la valeur 1, il aura la valeur 0 ou 1. Que fait le corps du thread ici? Il va se mettre en attente de la possibilité d'acquérir le sémaphore. Si le sémaphore est à 0, le acquire, ici, la fonction est bloquante et attend qu'un autre thread libère le sémaphore. Et regardez ici, nous avons ici juste en dessous, relâche le sémaphore, le séma.release, c'est ce que je viens de vous dire, il libère le sémaphore. Imaginons que nous ayons plusieurs threads. Je lance plusieurs fois le countdown task. On le lance par exemple 3 fois, comme il est marqué ici. On met le sémaphore à 2. Que va-t-il se passer? Les 3 boucles de thread vont démarrer. Les 2 premiers threads qui vont arriver sur le acquire, récupérer le sémaphore avant de le libérer. Ça veut dire que le 3e thread qui est lancé, lui, est en attente, bloquant sur le sémaphore. On attend qu'un autre thread effectue le release. Si on regarde un peu plus en détail, on verra ici, alors c'est pas super clair, mais on peut voir à chaque fois les sémaphores qui sont récupérés. Vous voyez l'identité du thread, vous voyez on a régulièrement les threads qui obtiennent les sémaphores et qui les libèrent, et ce n'est pas nécessairement dans un ordre prédéterminé. La fonction acquire, qui est ici, elle est bloquante, mais on pourrait définir un timeout maximum qui permettrait de ne pas attendre indéfiniment, pour une raison quelconque. Imaginons qu'on attende une ressource, elle n'arrive pas, ce n'est rien, on va tomber dans un timeout et peut-être pouvoir réaliser autre chose. Quelque chose que l'on doit faire régulièrement et pas nécessairement en attendant le sémaphore. Alors le mutex, son nom vient de mutual exclusion, c'est un sémaphore qui ne peut prendre la valeur que de 1 ou 0. C'est-à-dire que le sémaphore, tout à l'heure, on lui a mis la valeur de 2. Donc il peut prendre la valeur 0, 1 ou 2. Ici, le mutex, il ne peut prendre la valeur que 0 et 1. Ça veut dire qu'un seul thread, à la fois, peut consommer la ressource que le mutex protège. Alors ici, dans les exemples, on ne protège aucune ressource. Mais imaginons que nous ayons une mémoire partagée, ou l'accès à un device via le port USB, ou quelque chose comme ça, un seul processus pourra avoir accès à cette ressource simultanément. Imaginons qu'un autre thread mette à disposition des données. Les données ne peuvent être lues que quand elles ont été entièrement écrites en mémoire, et on peut les lire quand elles sont complètes. On va donc réaliser un mutex qui va exclure mutuellement le thread consommateur du thread producteur. Quand le thread producteur obtient le mutex, il va écrire les données dans la mémoire. Pendant ce temps-là, le thread consommateur, lui, ne peut pas accéder à cette mémoire. Au risque de lire une partie des données,
qui n'auraient pas été entièrement écrites, et donc on pourrait lire au même moment que le thread producteur écrit, et on pourrait lire la moitié de données qui sont passées et la moitié de nouvelles données. Nous aurions quelque chose d'inconsistant. Ici, c'est la même façon, puisque un mutex est un sémaphore, regardez, on a le acquire et on a le release. Ici, ça fait toujours partie de trading, le mutex, alors que l'on appelle lock, mais qui est un mutex. Donc c'est le même principe, c'est un nom un peu différent. Ici, que va-t-on faire? On va démarrer 5 threads, et ils vont tous se mettre en attente du acquire. Regardez, ils ne peuvent ici fonctionner qu'un après l'autre. 33, 34, 35, 36, 37. On voit clairement qu'ils sont obligés d'attendre leur tour pour pouvoir consommer la ressource. Barrière, ou barrière en anglais. Voyez ça vraiment comme la métaphore d'une barrière. On lance des threads. Imaginons que les threads ce soient des coureurs sportifs. Et puis c'est au moment où le responsable de course active le démarrage avec son pistolet, pouf, il tire en l'air, que tous les coureurs se mettent à courir. Ici, c'est exactement la même chose. La barrière, elle permet de synchroniser des threads lors de leur démarrage. On les démarre tous. Si je repars en arrière ici, on fait une boucle, on crée une instance de countdown, et puis on démarre. Le thread est démarré. Il rentre déjà dans la boucle. Le premier thread qui passe par ici a le mutex. Le temps qu'on fasse une deuxième boucle, une troisième boucle et jusqu'une cinquième boucle. Mais le tout premier, lui, a déjà démarré. Que ici, la métaphore de barrière, c'est vraiment, on attend que tout le monde soit démarré. Et quand tout le monde est démarré, donc regardez ici, c'est le wait, ici. Donc regardez bien, ici nous avons un wait sur le thread d'acquisition, un wait sur le thread serveur. La classe barrière, elle va attendre un certain nombre d'objets, donc 3 objets, durant un certain nombre de temps, 5 secondes. On démarre les 3 threads. Les 3 threads, il y a un thread serveur qui est le wait et 2 threads acquis qui font wait également. C'est au moment où les 3 threads seront démarrés, donc quand on aura atteint le 3 ici, que la barrière va se lever et qu'ils vont pouvoir courir. Il faut que tout le monde soit prêt pour pouvoir lancer l'ensemble des threads. Et on peut mettre un timeout au cas où un thread, par exemple, dans son initialisation, essayerait de réaliser une opération, peut-être une lecture de fichier, et puis n'y arriverait pas. Le thread ne démarrerait pas, ne passerait pas en wait, à cause d'une exception qui serait déclenchée, par exemple. À ce moment-là, la barrière ne se lève jamais, le timeout déclenche, et on peut alors obtenir le thread broken barrier error. Là. On peut intervenir et stopper les autres threads ou relancer un, que sais-je, moi, gérer cette condition. Donc, vous voyez vraiment la barrière comme une barrière qui permet au motocross, ça c'est peut-être le meilleur exemple. Si on regarde les motocross, elles ont une barrière. Il y a quelque chose qui s'abaisse d'un coup et qui permet à tous les concurrents de démarrer en même temps. Ici, c'est vraiment cette métaphore-là. Alors, le event, c'est un petit peu comme une barrière, sauf que le event peut être exécuté un peu à n'importe quel moment de la vie du thread. La barrière, on va plus voir ça comme étant un objet de synchronisation au démarrage, ou peut-être un objet de synchronisation à la fin. Ici, l'event, on va plutôt voir ça comme un producteur-consommateur, où quand le producteur a produit quelque chose, il va notifier un thread qui est en attente de la disponibilité d'une donnée. Alors tous mes exemples ne sont pas construits pour pouvoir visualiser la production-consommation. On n'a pas d'objet qui nous permet en mémoire de partager une donnée entre le producteur et le consommateur. Mais voyez ça comme ça. Imaginons que le producteur il va lire des données sur le capteur, les met en mémoire et puis notifie le consommateur que le consommateur va pouvoir lire ces données.
il est évident il faut que ces deux éléments-là partagent un objet commun, par exemple une classe tierce, qui comporterait les valeurs de capteur. Quand le producteur va produire les données au moment où il les rend disponibles, il va faire le set. Le consommateur, ici, fait un wait de 2 secondes. Quand le producteur aura produit une donnée, il va le notifier avec la méthode set. Le consommateur qui, lui, est en attente, l'appel bloquant va s'interrompre. Il va pouvoir consommer la donnée. Quand le producteur a notifié le consommateur, il va pouvoir resetter l'événement en faisant un clear pour pouvoir à un autre moment refaire un. Ici, attention, on peut avoir plus d'un consommateur. Regardez, on a un consommateur ici, un consommateur là. Alors on réutilise le A, hein, c'est pas très grave, de toute façon ils s'arrêteront tous les deux à un moment donné, mais on a 2 consommateurs. Regardons bien ici, dans la sortie, on a le producteur, on a 2 consommateurs. Ce qui se trouve ici, c'est le thread identity, donc l'identité du thread. C'est la même chose que sur les exemples précédents. Une donnée qui a été produite. Alors ici, c'est une donnée qui est produite, hein, c'est n-1. Mais imaginez que vous ayez une classe supplémentaire qui est donnée capteur, qui pourrait être remplie ici et consommée ici. Le set déclenche le signal de l'événement, le clear réinitialise l'événement, le wait attend sur l'événement. On peut également imaginer que toutes les secondes, on ait envie de réaliser quelque chose. Et ce quelque chose, ce serait par exemple, on va lire les données capteur toutes les secondes. Timer, c'est une classe permettant d'appeler une fonction après un certain temps donné. Alors, le timer peut être arrêté, peut être interrompu. Évidemment, nous, ce qu'on va vouloir, c'est le déclencher. Attention, le timer n'est déclenché qu'une seule fois. Ce n'est pas répétitif. Donc ici, dans la déclaration de notre timer, il ne s'agit pas de le déclencher toutes les 3 secondes. Après 3 secondes, la fonction hello va être appelée. Si on veut le faire de manière répétitive, il faudrait, par exemple dans la fonction hello, relancer donc ceci, le trading start à cet endroit-ci. Attention, timer est une sous-classe de thread, il ne peut démarrer qu'une seule fois, il ne peut pas être relancé. Donc il faut recréer un objet timer, recréer une instance et puis le redémarrer. On recommence. Les signaux, nous en avons parlé dans le cours de C. En Python, nous pouvons également le faire. Attention, petite remarque, c'est uniquement sous Linux et Unix. Les signaux n'existent pas tels quels en Windows. Je vous le dis, les signaux ne sont pas portables, hein, c'est ce qui est exprimé. C'est exactement la même chose qu'en C. Nous avons une méthode signal qui permet de s'abonner à un signal SigUser1 sur la fonction SigHandler. Signal handler, ici, qui va déclencher et qui va pouvoir dire, ok, le numéro de signal, je l'affiche. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler le SigInt avec SigUser1. On va faire une espèce de CTRL-C, c'est-à-dire qu'on dira à notre compteur de s'arrêter. Comme en C, on utilisait le kill. Ici, on va pouvoir faire un pthread kill. C'est une méthode que l'on peut retrouver également, une fonction que l'on retrouve dans le langage C aussi. On a le kill qui permet de communiquer avec un processus et on a le pthread kill qui permet de signaler à un thread. Alors, il est marqué ici que le code est non testé. Je n'ai pas de Linux. Si vous voulez utiliser les signaux, vous trouverez beaucoup de documentation dessus concernant Python, mais ça fonctionne de la même façon que ce que vous avez fait. Donc, ici, on va discuter l'observer pattern. C'est un patron de conception qui permet de dialoguer entre un sujet qui produit quelque chose et des observeurs qui observent ce sujet. Mais on a parlé de l'événement tout à l'heure. Et bien cet événement, on peut le considérer comme un observer pattern. Ici, l'observer pattern, qu'est-ce qui va se passer? On va passer des données lors de la mise à jour. Alors attention, la différence qu'il y aurait entre les signaux ou un événement,
c'est que la méthode du thread enregistré n'est pas exécutée par le thread observateur. Donc, on va ici s'enregistrer avec le register. On va enregistrer l'observeur dans le sujet. Et c'est quand on va faire un notify observer que l'on va déclencher la méthode update de l'observeur ici. Attention, qui exécute le code update, bien qu'il soit dans la classe observer, c'est bien le thread sujet qui va la déclencher. On va voir ça en détail, vous allez bien. Alors, on a une classe observer qui a une méthode update. C'est une classe de base observer. Vous pouvez reprendre le code tel quel et hériter de la classe observer ou de la classe sujet. La classe sujet, dans son constructeur, on va instancier une liste d'observeurs. On a une méthode register, c'est-à-dire que moi, en tant qu'observeur, je veux m'enregistrer auprès du sujet pour être notifié du changement d'état du sujet ou de la production du sujet. Une méthode unregister pour dire « Ok, je ne veux plus être abonné à mon sujet, je ne veux plus être notifié des événements. » Regardez, il y a une méthode qui fait un append, l'autre qui fait un remove du sujet, de l'observateur au niveau du sujet. Et puis, que fait la méthode notify observer? Simplement, elle prend des données, on a des données qui passent, elle va itérer sur ces observeurs et elle va déclencher la méthode update avec la donnée en paramètre. Elle va invoquer la méthode update de chacun de ces observeurs. C'est bien sur la classe sujet, le thread sujet, qui va invoquer la méthode update. Nous avons une classe capteur qui hérite de sujet. C'est un thread. Elle a une méthode set température, set capteur, température-pression. Que font ces deux méthodes-là? Elles héritent de sujet. Elle va modifier la pression, la température, l'humidité, et puis elle va notifier ses observateurs que les données qui lui sont propres sont changées. Quand on va démarrer cette classe-ci, régulièrement, toutes les secondes, on va aller modifier les données capteurs et on va notifier les observeurs. On a une classe client qui observe le sujet, qui a une méthode update. Elle prend des datas, elle va récupérer les données. Le at ici, qui est le capteur, client, on instancie un objet client, un objet capteur. On enregistre le client au niveau des capteurs. On démarre le thread capteur. On fait un unregister. Et puis un autre sleep et un petit stop. Tout ça pour pouvoir attendre que tout se termine correctement. Il y a évidemment une méthode wait du thread. Et regardez, quand on fait un sleep de 3 comme ça, puisque toutes les secondes on va afficher des données, on affiche une première fois des données. Et regardez bien, on a démarré tout de suite, on a fait un set capteur qui a fait un notify observer. La première donnée qui est affichée, c'est celle-ci. Ce n'est pas celle qu'on va faire manuellement ici. On peut, regardez, le faire manuellement, poum, poum, et on notifie les observateurs aussi. Et puis on a des données random qui apparaissent ici. Voilà pour le pattern observer. Je reviens sur le schéma de classe. On a des observateurs. Ici une classe de base, ici une classe sujet. La classe sujet enregistre les observeurs pour pouvoir les notifier d'un changement d'état ou d'un changement de statut, de modification de valeur. Rien ne vous empêche, dans le thread client, plutôt que de consommer la donnée dans la méthode update directement, mais de l'ajouter dans une liste. Et puis c'est le thread client qui va vérifier que cette liste-là peut être traitée ou pas. On peut avoir plus d'un observateur sur un sujet. Maintenant qu'on a parlé de l'observer pattern, je vais vous montrer les signaux en Qt qui implémentent le même pattern. On a un sujet et un observateur. Qt, signal et slot. Nous avons un signal, str, signal, ceci, c'est le sujet. On déclare une classe communicate. Attention, Qt, signal et slot
doivent être encapsulés dans une classe qui dérive de QObject pour pouvoir fonctionner. Alors ici, c'est un exemple extrêmement simple. Nous avons une méthode qui va être la méthode update de l'observeur. Le sujet signale, donc le sujet speak. On instancie la classe, puisque le speak est encapsulé dans une classe. Nous avons notre instance someone. Someone.speak.connect. Le connect, c'est le register au niveau de l'observeur, au niveau le sujet qui register l'observeur. Et l'observeur ici, c'est une simple méthode. Et le notify, c'est le emit qui se trouve dans le sujet. Speak.emit, c'est le sujet qui fait un notify vers les observateurs. Vous demandiez comment communiquer d'un processus en Qt, donc vous aurez plusieurs threads communiquer vers la fenêtre, vous pouvez le faire de cette façon-ci. Vous avez un objet client TCP qui va à un moment donné recevoir des données. Rien ne vous empêche, avec votre fenêtre, de vous abonner aux événements de la socket et d'être notifié que ces éléments ont changé. Il y a, alors je ne les vois pas ici, mais sachez-le, il y a des Qt threads qui fonctionnent un peu de la même façon que les threads dont on a parlé. Regardez, si vous voulez les utiliser, un autre exemple, on a une classe sensor, on a une classe observer, donc là ici j'ai un peu repris les termes de l'observer pattern. Le sujet, c'est sensor, il y a un signal, on va connecter, donc on va faire register, donc c'est le connect ici. Nous, pour l'observer pattern, c'est un register, j'aurais peut-être dû mettre register ici, ça aurait été mieux. Donc on va s'enregistrer auprès de la classe sensor pour être notifié de l'acquisition de données, donc le acquire. Ici, le emit, j'ai repris aussi la terminologie, le notify, new values. Donc je dis, si jamais ici la classe sensor est plusieurs signaux, c'est mieux de pouvoir faire un notify avec un nom un peu correct juste derrière, qui est compréhensible. Notify new value, donc on notifie qu'il y a des nouvelles valeurs qui sont apparues. On simule le fonctionnement d'un thread, pour ne pas surcharger le slide. J'ai fait une méthode run, comme si c'était un thread, ça n'en est pas un, mais voilà, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire une boucle de 3 et elle va notifier les observeurs qu'une nouvelle valeur est arrivée. Dans la classe observer, alors ici c'est une classe qui n'a qu'une méthode, mais forcément, si c'est votre fenêtre, si c'est la classe de votre fenêtre, vous aurez toutes les méthodes propres à votre fenêtre et puis une méthode callback. Alors j'ai appelé ça callback, c'est la méthode update. On instancie la classe sensor, on instancie un observeur, on fait un register de l'observeur, de la méthode de l'observeur, pour dire à la classe sensor, je m'enregistre auprès de toi, et quand tu vas mettre à jour tes données, c'est la méthode que je te passe en paramètre callback que tu vas utiliser. Et puis c'est une méthode qui doit prendre en paramètre des données. Et les données qu'elle prend, c'est str. Donc faites attention, si vous avez envie de communiquer un float, c'est un float que vous mettrez ici. Si vous voulez mettre une liste, vous devez mettre une liste ici. Et forcément, dans le emit, on lui passe la bonne structure de données. Et puis je fais la simulation d'un thread, je fais le run. Que va-t-il se passer? Là, une boucle de 3, une notification, et on a la sortie qui doit apparaître. Les signaux, Qt, et les slots, la même chose que l'observer pattern. Je reprends rapidement le sujet et l'observeur.